plaisir donc d'accueillir effectivement Frédéric Mélier au bistrot politique d'Espace Mars. Donc Frédéric, pour ceux qui le connaissent un petit peu, est un membre de la direction du PCF en Gironde et puis il vient d'être élu récemment secrétaire régional du Parti communiste en Nouvelle-Aquitaine. Donc, et puis je sais qu'il a quelques petites gâches ou responsabilités, notamment des relations avec le secteur jeunesse au niveau national, des petites choses comme ça, travail au secteur entreprise, etc. Donc il nous en parlera s'il a envie et s'il a envie de nous faire partager un petit peu son engagement militant. Et puis évidemment, il est dans le bureau de la section de Bordeaux et donc il a vécu des événements politiques récents. Il pourra nous parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, on va initier avec cette soirée, je dirais, un nouveau cycle un petit peu du bistrot politique avec l'objectif, c'est d'inviter des personnalités politiques de Gironde et au-delà, de façon à partager avec eux, je dirais, leur vision des problèmes de société actuels et éventuellement leurs propositions ou leurs visions pour sortir de la crise que nous connaissons dans tous les domaines de la vie et puis ouvrir des perspectives alternatives et de gauche en particulier pour les mois et les années qui viennent. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, je vais passer la parole à Fred pour quelques mots d'introduction et puis ensuite on dialoguera avec lui sur les questions d'actualité et sur les questions de perspective, y compris moi-même, je participerai éventuellement à un certain nombre de questions que je lui poserai. Voilà, Fred, écoute, à toi. Bon, écoute, tu m'as un peu déboté hein, quand même. Oui, Euh, non, non, en quelques mots, je pense que d'abord, on ne peut pas avoir de discussion aujourd'hui politique sans prendre en considération la situation complexe qu'on est en train de vivre, enfin, qu'on est en train de vivre, on la vit depuis le mois de mars, avec ce que nous, on a appelé les deux crises jumelles, c'est-à-dire la crise sanitaire et la crise économique, entre parenthèses. Je le dis comme ça, on avait analysé dès avant le Covid qu'on allait rentrer dans une phase de crise de suraccumulation du capital et que ça allait avoir des conséquences. La crise sanitaire, avec toutes les conséquences qu'on sait économiques, n'ont fait qu'accélérer le processus d'entrée de crise. Moi, je trouve que quand même globalement, et c'est un peu ce qu'on a travaillé au Parti communiste, cette crise montre combien on est face à un système qui est à bout de souffle et dans l'incapacité de répondre aux besoins des populations. On l'a vu particulièrement en France au printemps avec la question des tests, des masques, des accueils aux urgences. Et on le revoit d'ailleurs, et c'est la même question qui nous est posée aujourd'hui avec ce confinement, c'est-à-dire qu'on a des réanimations qui sont incapables de faire face à la situation. Et heureusement qu'on a un système de santé qui a été, quand je dis un système de santé, c'est des hospitaliers surtout qui ont été en capacité au printemps d'être quasiment en autogestion, parce que c'est ça qui s'est passé, et de réussir à créer des lits de réanimation là où il n'y en avait pas. Voilà, donc le gouvernement peut toujours aujourd'hui se gargariser de ça, mais en fait, on le doit à nos soignants qui ont fait ce travail-là, euh, alors que l'ARS était totalement dépassée. Ceux qui ont pu être au contact de l'ARS au printemps et encore aujourd'hui, on a, on a une administration de santé qui est dans l'incapacité de répondre à ces enjeux-là, parce que d'abord, elle n'a pas été formée à ça. Elle a été formée à construire de l'austérité autour de l'hôpital. Et donc, quand une crise comme celle-là apparaît, ils n'ont pas les ressorts. Ils n'ont pas les ressorts pour faire ça. Je me perds un peu sur cette question-là, mais voilà, on l'a vu sur les questions de santé, on l'a vu aussi sur les questions d'école. Entre parenthèses, la manière dont a été géré le confinement, le déconfinement, la rentrée scolaire, et ça, je le dis ça, que ça soit de la maternelle à l'université, je vous inviterai d'ailleurs à lire le dernier livre de Stéphane Bonnery, je crois qu'il vient, vous l'avez invité, hein, c'est un livre collectif hein, qui reprend justement de l'école jusqu'à l'université, montre le drame qu'a été le confinement dans l'éducation, et on pourrait sans doute regarder ce qui s'est passé là aussi,
pareil, une éducation nationale dans l'incapacité de faire face à ça, parce que, pareil, un système, une administration pas formée pour faire face à ça, pas avec les objectifs qui devraient être ceux de répondre aux besoins des enfants, des étudiants, et comment on permet aux enseignants de construire les réponses. Or ça n'a jamais été fait. La preuve, c'est que les enseignants ont subi des protocoles sanitaires, je crois qu'ils en ont eu 4 ou 5 depuis le mois de mai, changeant, évoluant en permanence, surtout oubliant le but de pourquoi on faisait les choses, et donc le principe éducatif. Et bien sûr, sur les questions économiques, on voit bien qu'on est dans une phase terrible. Le gouvernement a fait le choix, et je vous le dis comme ça, du soutien massif au capital. Les 100 milliards qui ont été mis sur la table, c'est avant tout des 100 milliards qui sont là pour soutenir les plus grands groupes. On l'a vu notamment avec la question de l'automobile, on l'a vu avec l'aéronautique, alors que le gouvernement a mis de l'argent sur la table. Dans le même temps, des grands groupes ont fait le choix de supprimer des milliers d'emplois à l'échelle de notre pays. Voilà, tout ça montre qu'on est sur une logique qui ne répond pas aux besoins, et dans le langage courant, on pourrait carrément dire qu'on est en train de marcher sur la tête. Je crois que cette crise, elle appelle au contraire à construire des réponses tout à fait nouvelles et innovantes pour répondre aux besoins des populations. Je citais la question de l'éducation. Je crois que nous, ce qu'on porte en tout cas aujourd'hui, c'est l'idée il faut donner les clés du camion aux enseignants qui sont en capacité de construire les réponses. Quand je dis donner les clés du camion, ça ne veut pas dire les laisser seuls en liberté, mais avec les parents d'élèves, avec un bout de l'administration, aider à construire les réponses qui répondent aux besoins éducatifs du moment. Et je pourrais décliner ces questions-là sur plein d'aspects. Sur les questions de la santé, on voit bien que l'ARS ne sert à rien, et donc il faut être en capacité aujourd'hui de construire une nouvelle institution à partir des soignants, des malades aussi, et donc d'insuffler une nouvelle logique de réponse aux besoins de santé qui ne peut pas être la logique austéritaire, gestionnaire qui est en place maintenant depuis 20 ans et qui nous amène au drame que nous connaissons. On avait vu le mouvement des urgences avant la crise du Covid, qui montrait déjà l'état de dégradation dramatique de notre système de santé, particulièrement des urgences. Tout ça montre qu'il y a besoin de changer des logiques. Et j'ai envie de dire, c'est vrai dans les services publics, mais c'est aussi vrai dans tout le développement économique et dans la réponse aux besoins. On risque d'avoir demain, par exemple, au Conseil de métropole, un gros débat sur la question de l'aéronautique. Je le dis comme ça, peut-être que je vais en choquer quelques-uns, mais je trouve que les questions de l'aéronautique et notamment de l'avion servent un peu de tarte à la crème autour des enjeux environnementaux. Or, personne ne dénonce jamais la déréglementation qu'il y a eu ces 20 dernières années, 30 dernières années autour de l'avion, la mise en concurrence des compagnies aériennes entre elles, la mise en concurrence entre le train et l'avion qui nous amène à des situations d'aberration qui font effectivement qu'aujourd'hui, on peut aller à Rome pour 15 euros, aller-retour, j'exagère peut-être, mais qui ne correspond pas au coût réel du voyage, mais parce qu'on est dans une phase de concurrence qui font que, effectivement, tout est permis là-dedans. Et je dis entre parenthèses que les collectivités locales et l'État ont permis l'émergence des compagnies low cost et donc la dégradation sociale qu'il peut y avoir dans le modèle aéronautique. Donc, la question n'est pas tant, j'ai envie de dire, d'arrêter la ligne, par exemple, Paris-Bordeaux, même si on peut se poser la question, et c'est en soi, la question qui nous est posée aujourd'hui, par exemple, autour de l'aéronautique, c'est de tout remettre à plat et de travailler avec les salariés sur quels besoins on a besoin de construire, quels besoins existent, comment on y répond, quels sont les enjeux environnementaux autour de ces besoins, quelle articulation avec tous les modes de transport, c'est-à-dire arrêtons de mettre les modes de transport en concurrence, et effectivement, quand le train est plus pertinent que l'avion, mettons du train plutôt que de l'avion, tout ça, il faut le mettre à plat, mais ça ne peut pas se faire sans les salariés et les usagers. Donc, j'ai envie de dire, c'est ces nouveaux pouvoirs qu'on a besoin de développer dans l'ensemble de la société. C'est vrai
dans nos quartiers, dans nos villes. On en parle beaucoup dans les élections municipales de dire qu'il faut faire de la démocratie. Moi, je suis assez d'accord avec ça, mais ça ne peut pas s'arrêter aux portes des entreprises et des services publics. Et on le voit bien avec cette crise, c'est cette question-là qui est posée. Je terminerai avec un dernier exemple, qui est celui de Veralia à Cognac, qui produit des bouteilles de verre pour le cognac et un peu pour le vin. On est dans une situation où on est sur une entreprise gérée aujourd'hui par un fonds de pension, avant c'était Saint-Gobain, qui émarge entre 17-20% de profit annuel. Ils ont décidé de fermer un four parce que ce n'est pas assez rentable. Voilà. Et dans les logiques de rentabilité qui prédominent aujourd'hui, on casse l'outil industriel parce qu'il n'est pas encore assez rentable selon les critères qui sont posés. Et moi, la discussion que j'ai eue, par exemple, quand je les ai rencontrés au mois de septembre, la question qui nous est posée, c'est par exemple tous ces salariés-là, ils connaissent très bien leur entreprise, ils connaissent très bien le marché de la bouteille, et je crois qu'eux, ils sont mieux en capacité aujourd'hui de gérer leur entreprise que le fonds de pension américain qui est à la tête de Veralia. Et je crois que c'est aussi cette bataille-là qui ne va pas se faire en un jour, mais de gagner des gains de démocratie partout. Et je crois que c'est ce qui est en train, qui émerge un petit peu dans la société, que, en tout cas, nous, Parti communiste, on va tenter de faire exploser, j'ai envie de dire, au niveau de la société. Donc là, c'est cette question-là, à mon avis, qui est centrale. Après, il y a toutes les questions, mais on y viendra peut-être au fur et à mesure de la discussion, des élections qui sont derrière. Est-ce que, d'une certaine manière, c'est une nouvelle façon de vivre le communisme en acte et au concret de manière quotidienne? Moi, je vais dire les choses comme je les ressens. Elles ne sont pas obligatoirement peut-être partagées par l'ensemble des communistes, mais on va rentrer en congrès, donc on aura l'occasion d'en débattre. J'ai le sentiment, moi en tout cas, que sur les 15-20 dernières années, on va dire les 20 dernières années, dans l'activité communiste, on a avant tout privilégié l'aspect électoral de l'activité des communistes. Or, je crois que, en tout cas, s'il y a besoin d'un parti communiste dans cette société, c'est un parti communiste qui est en capacité de porter des propositions, de les faire vivre et de mener des luttes. Je crois que on n'est pas là que pour accompagner les syndicats dans leur lutte, on le fait, c'est bien, mais je crois qu'on doit être en capacité aussi de faire vivre des luttes et donc de s'inscrire dans des mouvements collectifs qui existent et d'être aussi parfois à l'initiative de mouvements collectifs. Et pour faire ce que je disais tout à l'heure, apparaître, émerger le besoin de démocratie, on ne peut pas être juste dans le discours, il faut être dans les actes. Voilà. Et donc je pense qu'il faut construire aussi des luttes. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'entende bien, d'abandonner les élections, mais je crois que c'est mon sentiment, il faut marcher sur nos deux pieds, c'est-à-dire aller conquérir les pouvoirs partout, c'est-à-dire dans les institutions, il y a des pouvoirs, mais je crois que dans l'entreprise, dans les services publics, il y a aussi beaucoup de pouvoirs et il faut aller les conquérir. Et donc, il faut aller conquérir les pouvoirs partout. Merci. Est-ce que dès maintenant, quelqu'un ou quelqu'une souhaite intervenir ou poser une question? Marie, Lisiane, Jean-Claude, Framboise? En tout cas, merci Fred. Même au débeauté, tu nous apportes des Jean-Claude. intéressants. Vas-y Jean-Claude. Non, c'est Marie ou Jean-Claude? Jean-Claude. Bon, simplement pour dire que moi, ce discours me convient parfaitement, surtout l'accent mis sur la notion de démocratie dans l'entreprise. Il se trouve que venant d'EDF, comme vous le savez, EDF a été construit par Marcel Paul. Bon, enfin, je ne vais pas rappeler l'histoire, hein, mais il y avait déjà cette volonté d'instiller la démocratie dans le fonctionnement de cette entreprise à travers la constitution de ce qu'on appelait les comités mixtes à la production, qui réunissaient, alors il y avait le patron, celui qui menait la tôle, le taulier, et puis il y avait les organisations syndicales qui représentaient, comme elles le pouvaient, le personnel.
Et ça, c'était fait uniquement sur la question de l'organisation. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas commun, je crois, dans les entreprises, de pouvoir discuter. En moyenne, c'était 4 fois par an de l'organisation. On ne discutait pas d'avancement, on ne discutait pas de choses très terre à terre, comme les primes de fin d'année ou choses comme ça. C'était dans une autre structure, ça. Mais là, il y avait vraiment une discussion sur l'organisation. Et la question qu'on peut se poser, in fine, parce que moi j'arrive à 72 ans, donc j'ai vu, comment dirais-je, l'étiolement de tout cela. Et j'étais secrétaire d'un CMP, d'ailleurs, quand je suis arrivé à EDF. Et j'ai vu l'étiolement, c'est-à-dire la grande difficulté de faire vivre la démocratie, l'implication des comment faire pour que les gens eux-mêmes, les adhérents et les non-adhérents, s'impliquent dans l'organisation de leur boîte. Je veux dire, de mon point de vue, et je le dis, comme je le pense, sincèrement, il y a eu un échec à ce moment-là, on n'a pas su faire. Voilà, moi, c'est mon constat, comme dirait l'autre, je me le partage, hein, c'est déjà pas mal. Mais c'est un constat. Et pourquoi ce service public, comme d'autres, a-t-il disparu? Et je crois qu'on peut vraiment se poser la question. Le deuxième point que je voudrais soulever, tu n'en as pas. Alors, ce point de la démocratie dans l'entreprise me paraît absolument fondamental. Et je ne peux qu'approuver cette orientation. Hein. On en parle partout, mais pas dans l'entreprise. Le deuxième point qui me paraît important, tu soulèves la question de l'ARS et tu as parlé d'une administration qui ne tenait pas la route, enfin quelque chose comme ça, hein, des difficultés. À quoi ça sert, quoi, ces échelons intermédiaires? Vous m'entendez bien? Oui, Non, oui. mais c'est ça que je voulais dire. Alors, bon, depuis longtemps, je suis absolument convaincu que, comment dirais-je, il se trouve que très jeune, j'étais. Alors bon, ça va rejoindre, hein, mais vous allez voir que je vais retomber sur mes pieds. Vous avez entendu parler des problèmes de soudure de l'EPR. Je viens de ce monde. Je viens du monde du nucléaire. J'étais au service contrôle des fabrications et dans ce service contrôle des fabrications d'EDF, je m'occupais en particulier de soudure. Donc vous, vous doutez bien que ce qui se passe à l'EPR, ça m'intéresse. Je reviens là-dessus. La France a perdu beaucoup de capacités, beaucoup de compétences dans le domaine de l'industrie. Et très concrètement, elle n'a plus les compétences tout simplement pour contrôler les entreprises, tout simplement. Et j'entendais là, enfin moi j'étais, et ça m'a rappelé ce que j'ai vécu avec la mise sur le marché du vaccin, parce que ça s'appelle comme ça, mise sur le marché du vaccin. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était un professeur d'immunologie, je ne sais plus, enfin bref, peu importe, qui disait, mais enfin c'est absolument incroyable, le président s'est engagé pour vacciner tout le monde à la fin de l'année, alors que nous n'avons que des communiqués de presse. Eh bien, je trouve que là, on est au cœur de, enfin, vous voyez, au cœur d'une question, et avons-nous la compétence technique, ou oui, technique, pour contrôler la validité du vaccin autrement que sur des papiers? Où est notre compétence? Vous voyez, pour contrôler, à un moment donné, si on n'a pas cette compétence technique, on ne sait pas contrôler, il ne faut pas rêver. Et je me souviens avoir eu ces débats avec des collègues, hein, dans d'autres domaines, mais cette perte de compétences dans l'industrie, dans tous les domaines de l'industrie, fait que je pense que nous aurons de plus en plus de difficultés pour, comment dirais-je, contrôler, tout simplement, avoir des idées précises sur le fonctionnement, enfin sur les produits que nous fournit le monde de l'entreprise. Et ça, c'est très lié à la financiarisation. Et nous sommes dans un état en France tout à fait dramatique de ce point de vue-là. Tout à fait dramatique. Donc voilà les deux points. En un mot, si on n'a plus d'industrie, moi je ne vois pas comment on va s'en sortir. On n'aura plus les compétences. Ça, il faut bien en être conscient. Hein. Vous vous rendez compte, moi j'étais dans une boîte qui était capable de, à l'époque, c'était pas de ma faute, hein, j'y étais pour rien, mais on pouvait construire 4 centrales nucléaires par an. Aujourd'hui, on ne sait plus faire.
Ça pose quand même question. Et on ne sait plus contrôler. Donc, on a tout perdu. Donc, si on n'a plus de tissu industriel, on est dans la main des entreprises, des communiqués de presse. Je m'arrête là. Fred, tu souhaites réagir tout de suite ou Oui, réagir très, très rapidement sur un aspect que vient de développer Jean-Claude, mais qui le concerne, mais j'avais l'intention de le solliciter. On suit avec une camarade, on s'occupe de General Electric pour le parti. Voilà, donc vous savez, General Electric a racheté la branche Alstom. Ils étaient implantés en France, ils ont racheté la branche Alstom et c'est Macron qui a réglé ça, avec des engagements d'embauche de personnel. La réalité, c'est qu'on est aujourd'hui face à une vente à la découpe des compétences de General Electric. Or, General Electric, c'est un outil et un maillon essentiel de l'outil industriel français, en lien avec ce que vient de dire Jean-Claude sur le développement de la production électrique, que ce soit de la production hydraulique, production gaz ou production nucléaire. Et on risque à terme, d'ici 1 ou 2 ans, si on laisse faire General Electric, que General Electric n'existe plus. Donc, en fait, la disparition d'un maillon industriel essentiel au développement de l'énergie sur notre territoire. Donc, on a pris la décision, j'en parlais hier soir, Dominique ne sera pas étonné, à partir de tous les enjeux que ça représente, de travailler à des états généraux de l'énergie, en partant non pas uniquement de la question d'EDF, qui est très importante, EDF, Enedis, RTE, enfin tout ce qu'on veut, mais en allant de la filière industrielle jusqu'à la distribution. Parce que l'énergie, en fait, il faut la prendre du début jusqu'à la fin. Et donc, on va travailler à des états généraux sûrement début février pour peser dans le débat politique et pour aider les salariés aujourd'hui qui sont en lutte, notamment chez General Electric. Je ne l'ai pas dit en introduction parce que c'était un peu au débeauté, mais il y a de grandes questions qui sont posées. Sur je parlais de démocratie, mais j'ai fait la moitié du chemin quand j'ai dit ça, parce que la question, c'est celle des objectifs sociaux qu'on donne et environnementaux qu'on donne aux entreprises. Voilà, Verallia produit des bouteilles pour mettre du cognac à l'intérieur. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un taux de profit à 20% pour Verallia, ou tout simplement, est-ce qu'il y a besoin de faire du profit avec des bouteilles, ou tout simplement, est-ce qu'on a besoin de répondre au fait qu'il y a besoin de bouteilles de cognac ou de Frontignan. Et c'est ça qu'on a besoin de travailler aussi, qu'il faut mettre dans les mains des salariés. Une dernière remarque sur ce que disait Jean-Claude sur la question de la démocratie. Je pense effectivement que le mouvement progressiste a un peu raté le coche dans les années 70-80. Je crois que vous aviez invité à l'occasion, il y a quelques années, je l'avais vu passer, Jean Lochkine, oui. Sur une autre manière de faire la politique, où il parle de son expérience, notamment dans l'atelier de Renaud Billancourt. Je crois que la démocratie en entreprise, on a dans le monde syndical, mais parce qu'on fonctionne, enfin, c'est pas un reproche que je vais faire. On fonctionnait comme ça, tout était très centralisé dans les modes de fonctionnement, que ce soit dans les syndicats, dans les partis politiques. Et donc, on avait tendance nous-mêmes à entretenir la délégation de pouvoir. Voilà. L'expérience qui a été faite à Boulogne-Billancourt, et je crois que c'est à ça qu'on a besoin aussi de travailler, c'est que la démocratie dans l'entreprise, dans le service public, en fait, c'est un apprentissage. Et je crois que cet apprentissage, on a plutôt intérêt à le faire parfois. Et là, je pense qu'on est dans une phase de crise, donc ça pourrait être un apprentissage accéléré, mais on est en intérêt aussi peut-être à le faire au plus près de l'atelier, du bureau, de ce qu'on produit, de ce qu'on fait, et de poser les questions après, une par une, à partir de ça. Je pense que ça aurait été sans doute, on avait les moyens de le faire dans les années 70-80. Aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué, mais je crois que il y a une telle aspiration à décider aujourd'hui de sa vie et tout ça, que tout ça rentre en percussion
avec les diktats patronales ou des administrations. Et que je précise bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'une ARS. Je dis qu'il y a besoin d'une ARS avec des nouveaux objectifs. Voilà. C'est-à-dire que les nouveaux objectifs de l'ARS, ça doit être de soigner plus et mieux la population. Or, les objectifs de l'ARS aujourd'hui, en permanence, c'est de regarder comment je fais des économies de lits d'hôpitaux, comment je ferme telle maternité parce qu'elle me coûte trop cher. C'est ça les objectifs de l'ARS. Or, il faut donner de nouveaux objectifs et pareil, on ne peut pas donner de nouveaux objectifs si on ne démocratise pas plus et si on ne permet pas au personnel soignant notamment, mais je pense aussi aux malades, d'être acteurs de la politique de santé sur un territoire. Et à partir de là, c'est ça qu'on a besoin de développer. Je le dis tranquillement, mais on n'a pas encore parlé d'élections. C'est ce que nous, on travaille, par exemple, sur les élections régionales, sur les enjeux de santé. Merci Fred. Est-ce que quelqu'un, Lisiane, une réaction? Moi, si je réagis, j'ai peur d'être pessimiste. Mais vas-y, c'est pas Parce que moi aussi, j'ai connu dans le monde des impôts, j'ai connu un syndicat fort, CGT, j'ai connu des partis politiques forts. Je vois bien aujourd'hui que ce qui est à la place, c'est beaucoup d'individualisme, peur de l'engagement, méfiance sur tous les outils politiques et surtout, division des forces, au lieu de mutualiser les forces. Or, moi, c'est une grande crainte. J'entends bien, hein, les réponses, on peut les trouver. On les a, enfin. Il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui trouvent des solutions, mais ils n'auront aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Il n'y a qu'à voir cette loi qui est en train de passer là, en ce moment. Ils n'ont pas de pouvoir. Donc, bien sûr qu'il faut. Moi, si j'ai un mot d'ordre aujourd'hui, c'est rassemblement. Voilà. Et je ne sais pas, c'est bien qu'il y ait ce monsieur-là qui soit très engagé au PC parce que, voilà, où on en est moi, j'attends que tous les animateurs des partis politiques appellent au rassemblement. Tu souhaites réagir, Fred, ou quelqu'un d'autre, hein? Je peux réagir, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire, il n'y a pas de problème. Écoute, vas-y. Non, mais moi, je ne crois pas que tu es pessimiste, je crois que tu es plutôt réaliste sur la réalité de notre société aujourd'hui, sur toutes les difficultés que rencontre le mouvement progressiste en France. Je crois que, sincèrement, ça fait une vingtaine d'années qu'on est dans un entre-deux. Tu parlais d'avoir connu un syndicat très fort aux impôts. Jean-Claude en a connu un très fort à EDF. Je pense que votre génération, je dis votre génération parce que vous êtes un peu plus vieux que moi, vous avez connu des forces progressistes très fortes dans ce pays. Elles ont été en difficulté pour répondre à la contre-offensive néolibérale. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a besoin de redéfinir des objectifs, comme je le faisais tout à l'heure, besoin de redéfinir des modalités d'action, on a besoin de reconstruire plein de choses. On ne va pas se raconter d'histoire. Donc moi, je partage, par exemple, je crois que tu as raison sur l'idée que c'est dans le rassemblement qu'on gagnera et qu'on reconstruira des choses. La question que moi, je me pose et qu'on se pose au Parti communiste, c'est le rassemblement ne peut pas être le seul mot d'ordre, politique. Et une des questions qui nous est posée, c'est d'être en capacité, les uns et les autres, de construire une contre-offensive idéologique. Et quand je dis idéologique, ça ne veut pas dire que dans le discours. Il y a besoin de discours, mais aussi une contre-offensive dans les luttes. Moi, ce qui me donne encore espoir aujourd'hui dans ce pays, c'est qu'il y a encore des hommes et des femmes qui se battent, qui luttent dans des entreprises, dans des services publics. Et je crois que c'est un point d'appui formidable. Et que, ils nous donnent de la force, et nous, il faut qu'on les aide, qu'on leur donne de la force dans les luttes qu'ils sont en train de mener. Moi, je ne crois pas que tout va se régler d'un coup de baguette magique. Je pense qu'on est dans une phase de reconstruction, donc ça va prendre du temps, mais prendre du temps, ça ne veut pas dire qu'on va prendre que des coups. Je pense que peut-être dans cette phase de reconstruction, on va être aussi en capacité de marquer des points. C'est ça qu'on a besoin
de travailler collectivement. Je pense par exemple que quand on est en capacité de faire au moment du mouvement des retraites, par exemple, on a été en capacité de faire du rassemblement, et c'est essentiel à mon sens, sur des contenus politiques. Voilà. Et je crois que c'est intéressant qu'on était en capacité, je le dis on, parce qu'on a joué un rôle essentiel, on était en capacité de mettre la France insoumise et le Parti socialiste sur un même texte commun. Alors, limité comme texte. Je pense que les uns et les autres, on aurait voulu qu'il y ait plus à l'intérieur, mais c'est important. C'est des choses comme ça qui sont importantes. Mais ça, on arrive à l'obtenir et à le gagner parce qu'il y a du rapport de force qui se construit. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se mettent en mobilisation. Donc, tout ça, il faut le regarder. Moi, je vais vous donner un deuxième exemple. Je milite pour le Parti communiste au sein du comité de vigilance ferroviaire qui regroupait la CGT, Cheminots, la France Insoumise, le Parti communiste, Génération et le Parti socialiste qui a fait une brève apparition. Aujourd'hui, on est dans une phase où il y a 13 associations d'usagers qui participent à ce comité de vigilance ferroviaire. Des parlementaires, des élus locaux. La dernière réunion, on avait 3 élus locaux de Saint-Pierre-d'Aurillac, qui est un maire communiste, et le maire de Caudreau, le maire de Gironde-sur-Drouot. Et on a travaillé ensemble à des initiatives communes sur le devenir du fer dans le sud Gironde. Pareil, à Blaye, on a réussi à mettre sur les enjeux de la réouverture de la ligne Blaye-Saint-Mariens 300 personnes en journée à Blaye pour demander la réouverture de la ligne Saint-Mariens avec des signes, je le dis, des signes plutôt positifs qui sont en train d'arriver de ce côté-là parce qu'on mène la bataille. Voilà, je pense que c'est des petites batailles aussi, je donne cet exemple-là, qui permettent de redonner goût au combat, goût à la lutte, goût à la solidarité, parce que je pense que je pense qu'il faut qu'on parle de rassemblement, mais une des questions qui nous est posée, c'est aussi de construire de la solidarité. Et les luttes, c'est aussi un moment où on construit de la solidarité. Donc voilà, je pense qu'on a tout ça qui est un peu devant nous. Donc moi, j'entends ce que tu dis sur rassemblement, par exemple, sur les régionales, on a fait un texte, on a une conférence régionale des communistes, on a élaboré un texte avec des contenus politiques d'orientation sur ce qu'on voudrait pour la région et en appelant l'ensemble des forces de gauche à se rassembler. On voit bien que c'est un chemin qui va être compliqué pour ces élections régionales. Bon, et on avance avec la réalité telle qu'elle est. Et puis, ça n'empêche pas à côté de construire aussi des rassemblements sur des enjeux politiques concrets. Merci Fred. Marie, éventuellement, non, mais elle vient de se... Non, je suis toujours là. Pardon. Non, pour l'instant, je n'ai rien à dire. Ok. Framboise, tu as quelque chose à nous faire partager? Une question à poser à Fred, hein, tout simplement. Non, j'écoute aussi, tu sais, je suis à ma 3e visio de la journée. J'ai les oreilles un peu, tu vois. Est-ce que tu as chaud aux pieds? Oui. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas bien. Ah oui, oui, oui. Mais hier, je suis allée à la manif à partir là. Mais hier, je suis allée à la manif devant la mairie là, contre les violences faites aux femmes. J'étais en après-ski. Voilà. Est-ce que tu as une question à poser à Fred sur la manière dont le Parti communiste s'empare des besoins culturels? Il a parlé des besoins industriels. Est-ce que les besoins culturels font partie des besoins essentiels aujourd'hui dans la société? La manière dont on est maltraité, je dirais, ou le monde du spectacle et le monde de la culture est maltraité, je dirais, au travers, je dirais, des confinements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions. On permet aux entreprises d'être ouvertes, on permet un certain nombre de lieux, même dans les périodes de déconfinement, on permettait un certain nombre de lieux d'être ouverts, mais par contre, on fermait les cinémas, on fermait les théâtres, etc. C'est compliqué pour nous en ce moment parce que, par exemple, là, je viens d'apprendre aujourd'hui, il y a un cluster sur le chœur de l'opéra, 15 sur 30. D'accord. Donc,
Si tu veux, après, c'est la politique de l'entreprise qui laisse à désirer. Donc là, ça devrait bouger parce que Lars, j'entendais parler Fred de Lars. Lars ne fait pas du tout son travail par rapport à l'Opéra de Bordeaux. Il y a quand même 350 salariés, hein. Il y a un cluster de 15 personnes. Lars, pour l'instant, n'a fait aucune injonction sur la direction, quoi. Et la direction ne prend pas la mesure du problème quand même. Par exemple, ils ont répété avec l'orchestre. L'orchestre n'est pas confiné, par exemple. Ou en tout cas, ils ne sont pas déclarés cas contact parce que ni la CPAM ni Lars ne se sont penchés sur le dossier de l'opéra. On est déjà jeudi, c'était fin de semaine dernière, je crois. Ça tarde, quoi. Ça tarde. Donc, après, nous, si tu veux, là aussi, nous, on sent le glissement libéral et que la part est faite belle au numérique, parce qu'on ne vient plus du spectacle vivant, mais du e-théâtre, du e-spectacle. Et là, ça commence à nous poser sérieusement problème. Oui, c'est bien de mettre les gens en répétition, mais si c'est pour les filmer, pour projeter des spectacles devant un écran, c'est pas notre essence, quoi. Donc, on se pose cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire que du e-spectacle? On a toute la problématique des concerts debout, qui est une grosse pratique culturelle française. Et puis, là, on nous a donné un petit peu sur la dernière annonce, mais moi, je vois poindre quand même un retour du discours. Il y a trop de compagnies, il y a trop d'intermittents, il y a trop de théâtre. Là, la part est faite belle pour en éliminer un paquet. Et c'est une manière de faire des économies indirectes. Après, comment le Parti communiste s'en empare, je pense que elle est auprès des salariés. De toute façon, c'est le cœur du métier. La culture, c'est 90% de vivants, quoi. Enfin, même quand vous faites du cinéma, hein, c'est fait par des gens, quoi. Et il y a beaucoup d'immatériel. On n'est pas comme, tu vois, c'est pas, j'entendais le camarade qui parlait qu'il a travaillé dans le nucléaire. Bon, c'est un secret pour personne, je suis anti-nucléaire, mais ils ont construit des centrales qui permettent de fabriquer l'électricité, qui permettent je suis pas complètement débile par rapport à ça, qui permettent de fait que l'électricité, on se voit, on est chauffé, nous, on fait rien de tout ça. Nous, c'est éphémère. Donc, c'est une manière, il y a le livre qui reste, il y a les tableaux qui restent, et encore ils se dégradent. Mais moi, je pense que, en tout cas, c'est une interrogation que doit avoir le Parti communiste sur comment la culture va sortir de la crise. Là, j'ai aussi été alertée par les enseignements, tout ce qui est pratique amateur, des arts, donc arts plastiques, art de la musique, tous les enseignements musicaux ne reprennent pas. Et donc, la revendication, c'est au moins de reprendre la pratique en cours individuel. En cours collectif, ça va être un peu compliqué, mais en cours individuel. Ça, c'est pas acté, on n'en parle pas. De toute façon, il y a une méconnaissance du sujet. Alors, nouvelle exclusive. La Fédération CGT du spectacle va être accueillie le 3 décembre à Matignon. Donc, peut-être il y aura une meilleure connaissance, mais moi, je pense qu'on va, comme ce qu'on peut se constater dans d'autres secteurs industriels ou marchands, la culture, là, il faut faire des économies dessus, quoi. Moi, je pense que c'est une opportunité. Je ne veux pas dire que c'est un calcul, mais je vais dire que c'est une opportunité. Et que cette opportunité, le problème, c'est que il est en lien avec le tourisme, puisqu'on a beaucoup de touristes qui viennent pour notre capacité culturelle et notre richesse culturelle.
et que comme le tourisme se casse la gueule, la culture peut se casser la gueule, quoi. Enfin, je suis un peu mélangée, mais comment le Parti communiste réagit par rapport à ça, je pense que on a besoin de plans de relance parce qu'on a besoin de maintenir de l'activité et de continuer les créations et tout, mais on est bloqué par rapport à l'accueil avec le public. Fred, On est bloqué par rapport à cette pandémie, on est bloqué dans des contradictions, là, nous. On est vraiment sur un terrain contradictoire, comme les restaurateurs et les bars. Sans comparaison stricto sensus, mais nous, tous les établissements qui reçoivent du public sont dans la merde, sauf les grandes surfaces. Fred, tu Oui, souhaites. non, mais moi, je crois qu'il faut, dans l'aide d'urgence qui a été mise sur la table par le gouvernement, il faut bien apprécier que l'essentiel va être capté par les grands groupes culturels, hein. C'est ça qui va se passer. J'imagine que, par exemple, je ne sais pas comment ça va se passer, mais que l'Arena à Bordeaux va récupérer un petit peu d'argent dans l'histoire quand même, hein. Le Prodis, tu as parfaitement vu le fil. Le Prodis, qui est le syndicat des entrepreneurs de spectacle, mais de grosses jauges, de grosses capacités, qui a poussé aussi à la création du CNV, le Centre national des variétés, et du CNM, le Centre national de la musique, qui lui va distribuer une partie des aides. Oui, c'est par là que ça va passer, quoi. Donc, la question, moi je partage tout à fait l'analyse de Framboise, c'est-à-dire c'est vrai pour la culture, c'est vrai dans plein d'autres endroits, mais je crois que c'est le plus dramatique dans la culture, on va arriver à une phase de concentration culturelle. Et je pense que c'est la volonté politique qui est derrière de la part du gouvernement. Donc il faut regarder comment on contre cette initiative-là. Je pense, à mon sens, que les collectivités locales ont une grande responsabilité dans la période. Elles ont des finances, certes limitées, mais elles peuvent prendre des initiatives fortes. Je le dis parce que tranquillement, j'ai écrit une intervention pour les élus demain sur le plan de soutien de la métropole. Moi, je crois que, par exemple, sur les questions culturelles, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table de la part de la ville de Bordeaux et de la métropole. Et cet argent-là, comme je l'ai dit tout à l'heure sur plein de choses, il faut le travailler avec les acteurs culturels. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une distribution et un guichet où on vient chercher de l'argent. Il faut travailler avec les acteurs culturels pour regarder comment on flèche, comment on fait. Et je crois qu'il y a une bataille à mener, même s'il y a eu un bouger de la part du gouvernement, mais sur la question des intermittents, à travailler là-dessus. Mais je crois qu'il y a une grande responsabilité des collectivités aujourd'hui. Et on parlait sur des choses qu'on peut travailler. Moi, je crois que avec les limites existantes, mais les mairies et un établissement comme la métropole peuvent impulser de nouvelles logiques. Moi, je pense par exemple que la métropole pourrait très bien, et on va pousser dans ce sens demain, mettre beaucoup d'argent sur la table en direction des petites et moyennes entreprises, à l'image de... Voilà. Et qu'on pourrait travailler, par exemple, du fait de la baisse d'activité qui est réelle, on ne va pas raconter qu'elle n'existe pas, mais travailler à la mise en formation massive des salariés dans cette période-là, plutôt que d'être sur la destruction d'emplois, de la destruction de savoir-faire, parce qu'on met des hommes et des femmes, c'est un drame humain quand on est au chômage, mais en plus, c'est du savoir-faire qui disparaît. Et donc, il faut, dans cette période-là, aider les PME, par exemple, à mettre massivement leurs salariés en formation, c'est-à-dire les aider à acquérir encore plus de compétences. C'est un bout de sortie de crise. Et ça, je pense que, par exemple, même si ça ne va pas se faire de suite, hein, mais la métropole bordelaise pourrait le faire. On a aujourd'hui des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas dans l'histoire économique. Donc il faut en profiter pour aller chercher de l'argent et pour financer. Et ne pas lâcher, et ça c'est une bataille politique mais qui n'est pas gagnée, ne pas lâcher sur les responsabilités de l'État et sur le fait, on sait que par exemple la crise du Covid a coûté 7,5 milliards d'euros aux collectivités locales. Après l'appel des 150 maires que vous avez peut-être vu passer, qui étaient des 150 maires de villes plutôt pauvres, hein. Il y a eu un appel de 150 maires, toute obédience confondue.
Castex a été obligé de lâcher 1 milliard. Mais c'est très en dessous des besoins qui se font jour aujourd'hui, puisque rien que le rapport du Sénat parle de 7,5 milliards d'euros. Donc voilà, c'est cette double bataille-là qu'il faut réussir à mener. Et je pense que la culture est au centre de ça aussi. C'est au centre. Et donc, moi, je crois qu'il faut, je redis, mettre de l'argent sur la table en lien avec les acteurs et travailler avec eux sur le devenir culturel sur une ville comme Bordeaux, quoi. Quand je dis Bordeaux, c'est la métropole, excusez-moi. L'agglomération, le département. Moi, j'ai envie de poser une question, là, au point où on en est du débat. Tu as dit des choses, d'ailleurs, hein, au début de ton intervention là-dessus. Mais en clair, on est, et Framboise l'a évoqué d'une certaine manière, on est sous le rouleau compresseur de politique d'austérité qui malheureusement pèse, je dirais, sur aussi les mentalités, sur les consciences. Comment on peut aider, je dirais, à dépasser cette situation et faire en sorte qu'on reprenne, que les salariés, que les citoyens aient envie de retrouvent une conscience des capacités alternatives, je dirais, et finalement que l'austérité n'est absolument pas fatale, mais que c'est vraiment un choix politique euh, très conscient, je dirais, de nos dirigeants. Moi, je suis. Je pense qu'on ne peut pas attaquer que sur le bout de l'austérité, si je peux me permettre, Dominique. Il faut en permanence interroger sur les politiques budgétaires qui sont mises en place par le gouvernement. C'est très, très important. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut systématiquement interroger sur la gestion des entreprises. Parce que si on est dans une logique d'austérité à l'échelle européenne, et pas que européenne d'ailleurs, c'est parce que les marchés financiers pèsent de tout leur poids pour que ces politiques soient mises en place. J'entends souvent, j'ai encore la case, s'il te plaît. J'entends souvent dire on n'a plus d'État stratège. Moi, je crois qu'on a, je ne partage pas du tout en fait cette vision-là. Mais je crois qu'on n'a jamais eu un État qui a été autant au service de la finance et du capitalisme que ce qu'on a là. Donc, il a une stratégie, mais une stratégie qui est orientée uniquement sur la réponse des taux de rentabilité et du profit. Donc, il faut en permanence articuler les deux. Je crois qu'une des questions qui nous est posée, c'est de politiser le plus possible les débats économiques. Il faut qu'on politise et, par exemple, la question des entreprises, et je l'ai fait en introduction, il faut politiser ce débat-là. L'entreprise, les services publics sont un objet politique. Et donc, il faut aider les salariés, les usagers à s'emparer de ce débat politique. Ça, c'est le premier aspect. Deux, je crois qu'on a quand même des clés faciles à utiliser, qui ne sont pas toujours entendues, mais qu'on a besoin peut-être de rabâcher. Mais dire par exemple que l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale coûtent chaque année un minima 80 milliards d'euros au budget de l'État français, c'est une chose simple qui peut être entendue. Et je crois que c'est des choses aussi comme ça qu'on a travaillé. Quand on parle de l'ISF, moi, même si je fais très attention sur l'ISF, je suis très favorable au rétablissement de l'ISF. Je suis pour qu'on mène la bataille dessus, mais je ne veux pas que ça apparaisse comme la baguette magique qui va tout résoudre, parce que l'ISF ne résoudra pas tous les problèmes que nous rencontrons. Et donc, je crois qu'il faut travailler plusieurs pistes. L'ISF, parce qu'il y a quelque chose de très symbolique à l'intérieur, et donc il faut activer ce levier-là. Je crois que sur l'évasion fiscale, il faut activer aussi ce levier-là et mener la bataille sur cette question-là. Entre parenthèses, sur Veralia, je vous le dis, Fabien Roussel se déplace. Entre-temps, il avait travaillé sur le dossier Veralia, il avait fait travailler un lanceur d'alerte sur le dossier Veralia, et en travaillant sur le dossier, il s'est rendu compte, le lanceur d'alerte, que Veralia, au niveau France, aspirait 400 millions d'euros annuels qui partaient à son siège de Luxembourg, et quand on continuait à suivre le trajet des 400 millions, après être parti au Luxembourg, ben, ça partait directement aux îles Caïmans. Voilà le trajet de l'argent en France, de la production industrielle en France. Et ça, les salariés, ils ont compris de suite. Ils ont compris de suite à quoi ils avaient affaire.
Moi, j'ai plutôt vu des hommes et des femmes qui étaient très déterminés dans leur combat, parce que quand ils arrivent à comprendre les mécanismes et ce qui se passe, c'est quand même plus facile d'intervenir. C'est plus facile d'intervenir. Donc, je crois que nous, il faut développer du discours, c'est important, mais je crois qu'il faut qu'on ait en tête en permanence, de développer des batailles très concrètes, très concrètes. Et je crois que c'est vrai dans une entreprise, c'est vrai aussi dans les quartiers populaires. Je crois que la gauche en général, hein, et le Parti communiste là-dedans, nous ne faisons pas assez de politique avec les hommes et les femmes qui vivent dans les quartiers populaires. Or, moi, à chaque fois que j'y vais, je suis surpris par le niveau de discussion que je peux avoir avec les hommes et les femmes que je rencontre au porte-à-porte. Et par exemple, nous, on a décidé qu'on allait faire une grande semaine d'action du 5 au 12 décembre sur les questions de la pauvreté, et d'abord en direction des quartiers populaires. Pauvreté parce que, la situation, vous vous en rendez sans doute compte, est dramatique pour une grande partie de la population. Les chiffres que donne le Secours populaire, le Secours catholique, les Restos du Cœur montrent le drame dans lequel on est dans de nombreuses familles en France. Et il faut aider à politiser ce débat-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester que sur de la morale et sur des bons sentiments. Si des hommes et des femmes aujourd'hui souffrent, si le 10 du mois, ils ne savent déjà pas comment ils vont payer leurs factures ou payer leur loyer, il y a des raisons politiques là-dedans. Il faut qu'on aide à politiser tout ça et à construire des revendications. C'est-à-dire, par exemple, dans certains cas, il y a besoin d'augmenter les minima sociaux, augmenter le RSA, qui n'est pas la réponse pareil à tout, mais montrer qu'on a des prises là-dessus. Et je crois que l'austérité, on la fera sauter aussi parce qu'on fera sauter ces verrous-là. Voilà. Il faut que on arrive à faire en sorte que ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être sur le bord de la route et de regarder passer les caravanes reviennent dans le coup, quoi, reviennent dans le coup. C'est vrai des salariés en général, et c'est vrai des hommes et des femmes qui vivent dans les quartiers populaires et qui parfois sont les mêmes. Est-ce que, si vous en êtes d'accord, j'ai envie d'interpeller Fred maintenant sur les questions de stratégie électorale et sur les questions parce que c'est des enjeux qui traversent, je dirais, qui préoccupent les Français et qui nous préoccupent tous. Mais pour voir comment, par exemple, une question toute bête, comment le Parti communiste se situe dans ses rapports avec les autres forces politiques à gauche, par exemple. Comment vous travaillez, comment vous... Et quel est le rapport aussi que vous établissez entre volonté populaire et expression politique? Alors, c'est une question simple et compliquée à la fois. Simple, parce qu'on discute avec tout le monde, et je pense qu'on est les seuls à le faire officiellement, je dis officiellement, et que, c'est sur la question que posait Lisiane tout à l'heure, on est sur des logiques de rassemblement, voilà, qui ne sont pas sans difficulté. Pas sans difficulté parce que le rassemblement ne se construit pas hors sol, il se construit à partir des réalités. Je parlais tout à l'heure de contenu politique. Il se construit aussi parfois avec des bilans politiques. Je vais le dire comme ça, c'est pas la même chose de discuter avec Jean-Luc Glaise au conseil départemental que discuter avec Alain Rousset à la région. Voilà. Donc il faut il faut articuler ces réalités-là. Il faut articuler toutes ces réalités. C'est pas la même chose de discuter avec la France Insoumise que parler avec le Parti Socialiste. Voilà. Donc nous, on a travaillé sur on a mis en priorité dans toutes nos discussions avec les forces de gauche la discussion sur des contenus politiques et sur des politiques régionales ou départementales qui permettent de transformer la réalité et la vie des gens. Voilà. Et donc, on est parti sur les questions des transports, sur des questions sociales, j'évoquais tout à l'heure les questions de la santé, les questions de la forêt, les questions économiques en entreprise et tout ça. On a développé, on allait rencontrer l'ensemble des forces de gauche sur ces aspects-là. Il faut savoir que les forces de gauche ne se rencontrent pas toutes ensemble. Voilà. Chacun se rencontre dans son coin. C'est-à-dire que le Parti communiste va rencontrer Jean-Luc Glaise à un moment donné, les Verts vont rencontrer Jean-Luc Glaise à un moment donné, on va rencontrer Alain Rousset à un moment donné, on va rencontrer la France Insoumise, mais il n'y a pas de discussion commune. Voilà.
Donc nous, on a fait le choix d'écrire à l'ensemble des forces de gauche en posant nos orientations politiques, les propositions qu'on faisait, et de voir ce qu'on pouvait construire avec les uns et avec les autres. À ce jour, nous n'avons de réponse de personne. Voilà. Alain Rousset doit nous répondre. Les Verts doivent nous répondre. La France Insoumise, la réponse qu'ils nous font, c'est on est d'accord sur tout avec vous. On dit oui, mais donc on peut parler du reste. On dit non, non. La réponse en soi de dire on est d'accord sur tout avec vous n'est pas une réponse. On a besoin d'instruire le débat entre nous parce que des moments, il y a des choses en fait où on se rend compte après qu'on n'est pas d'accord. Donc, il vaut mieux se dire les choses. Voilà. On est dans cette situation globale au niveau de la région, au niveau du département, et qui est un peu la situation aussi au niveau national. Voilà. Sur un dernier aspect qui est la question des élections présidentielles, parce que je te vois arriver Dominique, donc je vais le devancer direct. Les orientations, tirant les expériences des dernières élections présidentielles, les orientations qu'ont pris les communistes lors de leur congrès en 2018, c'est de créer toutes les conditions pour qu'il y ait un candidat communiste aux élections de 2022. Voilà. Donc, c'est le débat qui a commencé à s'initier dans le parti depuis, on va dire, 3 semaines à peine. C'est assez récent. Donc, créer toutes les conditions ne veut pas dire qu'on ira au bout de l'élection présidentielle. Par contre, on va sans doute, et moi en tout cas c'est ce que je défendrai dans mon parti, l'idée qu'on mette un candidat à disposition pour le rassemblement des forces de gauche pour les élections présidentielles. Je mets un peu à part les élections présidentielles parce qu'elles ont une autre dimension que la simple élection d'un président à l'élection en République. C'est les élections de fait les plus politisées de la Ve République. Tout est construit autour de l'élection présidentielle et c'est le seul moment, j'ai envie de dire, où massivement tout notre peuple fait de la politique et on voit la participation d'ailleurs qu'il y a à cette élection. Donc c'est aussi un moment de grand débat idéologique et de construction de perspectives. À partir de là, ça place l'élection présidentielle dans un autre champ que les autres élections, qu'elles soient européennes, régionales, cantonales. Et nous, en ayant toujours la démarche d'associer la présidentielle à l'élection législative et de faire quelque chose de couplé, on reste très attaché à la vie parlementaire. On est depuis sa création contre la 5e République. On s'est battu et on se bat pour une 6e République. Ceci étant dit, aujourd'hui, il faut faire avec les institutions telles qu'elles existent. Je mettrai quand même juste, et je vous le mets en débat, puisque Lisiane en parlait tout à l'heure, sur la question du rassemblement. J'ai repris les dernières élections en fait sur les 15 dernières années, y compris 2002. Et en fait, le fait de ne pas avoir beaucoup de candidats de gauche ne garantit pas un haut niveau de la gauche aux élections. Je le dis comme ça. Hors 2002, mais qui était une période un peu particulière où on a démultiplié le nombre de candidats, mais depuis 2007, le nombre de candidats de gauche baisse à chaque élection. Et à chaque élection, la gauche, dans sa globalité, baisse aux élections présidentielles. Ce qui doit quand même nous interroger, sur les projets que portent les candidats, et qui doit nous interroger sur la diversité et la capacité de capter dans la diversité ce qu'est le peuple français et d'être dans la confrontation d'idées. Or, je crois que plus on limite le nombre de candidats, plus en fait on limite la confrontation d'idées et moins on parle à l'ensemble du peuple. Je le mets en débat, vous en faites ce que vous voulez, mais tout ça doit nous faire réfléchir parce que je sais que, je vois bien ce que disait Lisiane tout à l'heure, je sais que la pression va être très forte sur l'idée qu'il faudra un seul candidat de gauche à la sortie en 2022. Moi, aujourd'hui, la manière de prendre 2022 de cette manière-là m'interroge
Et j'ai peur qu'on travaille tout ça à minima, alors que si on veut que la gauche reprenne des couleurs, redevienne forte dans ce pays, il faut surtout qu'elle ait un grand projet pour ce pays. Et je pense qu'un grand projet ne se construit pas avec une seule force qui l'incarne, mais je pense avec plusieurs forces qui incarnent ce grand projet pour la France. Merci Fred, ça a le mérite d'être très clair et très utile, je crois, pour la réflexion partagée. Est-ce que quelqu'un souhaite ou quelqu'une souhaite Oui, moi je veux bien. Vas-y, Lisiane. Moi je veux bien parce que j'ai bien aimé, oui, cette idée d'aller vers les forces populaires. Mais la force populaire, ce qu'elle demande aujourd'hui, s'il y avait un référendum, hein, s'il y avait des primaires, non pas des primaires du PS, du PC ou des Verts, mais s'il y avait des primaires de la masse populaire, ce qu'elle demande, c'est le rassemblement. Elle demande ça parce que plus que personne, elle voit la machine à broyer en face. Le capitalisme est vainqueur aujourd'hui. C'est lui qui a les manettes et de manière internationale. On l'a bien vu ces derniers temps. Donc, cette machine à broyer, moi, je suis un colibri. Hein. Je suis un colibri, j'agis à mon niveau. Il n'y a pas de petite lutte. Je suis d'accord, il n'y en a pas. Il faut continuer. Le syndicalisme doit continuer, doit œuvrer dans les entreprises, doit œuvrer dans les services publics. Il y a du travail là, hein. Il y a vraiment beaucoup de travail. Il ne faut pas le laisser tomber. Il n'est pas question que des candidats se perdent non plus, perdent leur sensibilité propre. Il y a le PC, il y a le PS, si on veut. Enfin bon, moi, lui vraiment, pour moi, il est mort. Hein. Mais bon, il y a Hamon, il y a les Verts, il y a la France insoumise avec toutes ces différences de sensibilité. Mais enfin, ce qu'il y a à mettre autour de la table, c'est le devenir de l'humanité. On est devant une machine à broyer. Que ça soit, on parlait de la culture, que ce soit les soignants, que ce soit le service public. Attention, on est en train d'attaquer la démocratie. Attention, on est au bord d'un chaos fasciste. Moi, il me semble, si demain, après ces élections, j'ai à voter ou Macron ou Le Pen, j'irai sans état d'âme voter Macron. J'irai, comme me disait Bedos, les yeux fermés, les oreilles bouchées. Mais j'irai, parce que je veux défendre jusqu'au bout, éviter le pire. Est-ce que les partis politiques ne peuvent pas faire ça? Non, sans se perdre, hein. Pas en se perdant, mais se mettre autour d'une table. Se mettre autour d'une table, nul doute que les grands problèmes sociaux qui sont développés au cœur du PS et du PC, de la France insoumise même, nul doute que si on pense à cette masse populaire qui veut ça, qui vous demande ça, nul doute que vous trouverez des terrains d'entente. Voilà. Je me permets de réagir. Oui, oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je le dis tranquillement parce que aux 2 dernières élections présidentielles, on n'a pas présenté de candidat du Parti communiste. Donc, ne pas présenter un candidat, on sait ce que ça veut dire. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est de dire, grosso modo, les partis politiques, mettez-vous autour de la table et décidez. Or, moi, c'est ma conviction personnelle. Je pense que ça ne marchera pas. Je te le dis, Lisiane. Je pense que la question qui nous est posée, c'est qu'il faut créer les conditions que la population fasse irruption dans le débat politique et que le peuple de gauche fasse irruption dans le débat politique. C'est ça la question qui nous est posée. Et moi, j'ai envie de dire, je n'aurais pas de difficulté si massivement les hommes et les femmes de ce pays poussent pour qu'il y ait un candidat de gauche en y mettant des contenus politiques. Si c'est si c'est massif, moi, j'ai aucun débat sur ça, mais il faut qu'on crée les conditions de l'irruption des hommes et des femmes dans le débat politique. Et ça ne peut pas se régler, ça c'est vraiment une conviction personnelle, ça ne peut pas se régler si on se renferme tous dans une pièce, on décide, on tire au sort, et puis après il y a la fumée qui sort, et si la population est dépossédée de ce choix-là. Je ne crois pas à la formule de la primaire, et donc il faut qu'on trouve le moyen de faire en sorte qu'on crée les conditions de cette irruption. Moi je pense, qu'il faut qu'il y ait plus de liens entre
les luttes syndicales et, et, euh, et les partis politiques. Malheureusement, ce n'est pas trop le cas. On n'est pas beaucoup à aller aux portes, des entreprises, mais je crois que ça vaut aussi le coup d'interpeller les salariés quand ils sont en lutte sur des questions, sur des questions futures comme l'élection présidentielle. Et je pense qu'il faut aussi offrir toutes les possibilités dès le départ. Voilà. Moi, c'est pour ça que je reste sur la conviction que il faut qu'on présente un candidat communiste à l'élection présidentielle, quitte, et je le dis tranquillement, à ce qu'on fasse le choix, de le retirer le moment venu, mais parce que le fait de présenter un candidat, de se dire on va se mettre en situation de, ça crée de l'émulsion et de l'émulation dans le peuple de gauche. Et je crois que c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de vivifier le débat démocratique à gauche et de vivifier ce que peut être un projet de société. Parce que la question qui nous est posée, ce n'est pas de gagner en soi l'élection présidentielle, c'est d'être en capacité de porter un projet de société transformateur. C'est ça qu'on a besoin de porter. Et quand je dis porter un projet de société transformateur, ça veut dire pour gérer le pays, mais aussi pour être en capacité de faire grandir les luttes dans le pays et de mener la bataille idéologique et de faire reculer l'idéologie néolibérale. Et je crois que c'est cette bataille-là qu'on a besoin de mener. Ça me paraît, à mon sens, essentiel, essentiel dans les semaines et dans les mois qui viennent. Peut-être, j'aurais envie de te poser une question, y compris qui a à voir un peu avec l'actualité immédiate. Il y a la loi sécurité généralisée qu'on connaît. Ouais. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui, d'une certaine manière, a posé aussi un certain nombre de questions à la société. Comment le Parti communiste se positionne sur ces questions-là? C'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses différentes. Je les ai liées par rapport aux questions de la violence, à la répression, etc. Malheureusement, je veux dire, ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes a malheureusement à voir avec ce que préfigure en partie la loi sécurité généralisée. Oui, tu pourrais rajouter à l'intérieur la loi travail, la loi travail sous le gouvernement Valls. Tout à fait. Qui préfigurait vraiment. Moi, je pense il faut qu'on prenne le temps de l'analyse, mais je pense qu'on est dans une phase. Lisanne parlait de fascisme. J'aime pas. Je vais dire pourquoi j'aime pas, parce qu'en fait, on utilise le mot comme un chiffon rouge et qui nous permet pas de bien comprendre les mouvements actuels. J'ai eu un débat avec un camarade sur Facebook récemment sur ça. Alors, l'ancien, parfois, aide à comprendre le nouveau, mais je pense qu'on a besoin de prendre le temps de comprendre et d'analyser le nouveau. On est dans une phase du néolibéralisme, grosso modo. Je vais le dire comme ça, il ne peut pas y avoir ce que disait Thatcher, il n'y a pas d'alternative, sauf que on est dans une phase aujourd'hui où grosso modo, on fait en sorte que quand le néolibéralisme est contesté, c'est la répression. Et je crois que c'est ce qui est en train de se dessiner devant nous, tranquillement, sûrement. C'est vrai avec les Gilets jaunes, qui a visé en fait à discréditer assez vite le mouvement. On a vu que ça demande de revenir sur les Gilets jaunes. Il y a eu quand même de la bienveillance de la part du pouvoir sur les Gilets jaunes au départ. Hein. Mais les courants idéologiques qui ont traversé les Gilets jaunes à un moment donné, les aspirations profondes qui sont montées, parce qu'on est sorti d'une jacquerie anti-impôt au départ, avec un mouvement qui apportait des aspirations sociales très fortes. Et à partir de là, le pouvoir a décidé de taper très fort et de discréditer le mouvement avec de la violence. Ceci étant dit, je le dis, hein, cette opération-là n'a pas marché. Ceci étant dit, elle a marché sur un point, c'est qu'elle n'a pas permis de faire la jonction avec le reste du mouvement social. Voilà. Moi, j'ai pas fait toutes les manifs, mais j'en ai fait 5 ou 6. J'ai croisé des camarades syndicalistes sur les manifs, mais enfin, c'était ponctuel. C'était au compte-gouttes. Parce que je pense que le mouvement syndical, et je ne parle pas obligatoirement des directions, a eu du mal à voir ce mouvement qui émergeait. On a eu du mal à faire des jonctions
avec même par exemple si Philippe Martinez a appelé à manifester, à rejoindre les Gilets jaunes, ça n'a pas été suivi d'effet dans le monde syndical. Parce que c'était un objet un peu non identifié. Mais la loi liberté montre, la sécurité globale, hein, montre vraiment la volonté d'accélérer dans une phase répressive et autoritaire de l'État. Il faudrait rajouter là-dedans la loi LPR quand même, qui va restreindre les capacités d'intervention des étudiants sur leurs universités. Il faudrait rajouter là-dedans la loi sur la République, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui va encore aussi restreindre des libertés à l'intérieur. On est vraiment sur un corpus de lois en ce mois de décembre qui vise à restreindre globalement les libertés dans ce pays. Si bien quand même qu'entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez vu le nombre d'organismes qui alertent sur ce qui se passe en France. Donc, moi, je préfère utiliser le terme autoritaire qui correspond à mon sens assez bien à la situation. À ce jour, personne n'est passé à l'huile de ricin. Mais par contre, il y en a quelques-uns qui ont rencontré les flashballs et les matraques. Et donc, je pense que c'est la réalité de ce qu'on vit. Certains appellent ça néolibéralisme autoritaire ou démocratie libérale. Chacun il mettra le mot qu'il veut à l'intérieur. On est dans une phase autoritaire du capitalisme, c'est évident. Il se sent de plus en plus contesté, même si c'est et c'est peut-être un peu en contradiction d'ailleurs avec le début de la conversation qu'on a eue tout à l'heure. Les contestations sont là, elles n'arrivent pas à émerger de manière forte, mais elles sont là et donc il s'agit de les tuer le plus tôt possible. D'essayer. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ça fait à peu près une heure et demie que l'on débat. Je suis bavarde. Non, vas-y, Lisiane, vas-y. Je suis bavarde ce soir. Non, je voulais juste dire que en sous-jacente, j'entends l'idée. Moi, je suis une amoureuse des mots. Hein. Les mots, j'aime ça et j'aime qu'ils aient un vrai sens. Ça, c'est vrai que c'est une petite mode en ce moment. Oh là là, on est en dictature. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me dit ça, je lui dis va raconter ça à quelqu'un qui a vécu l'Argentine ou le Chili, va raconter ça. Pour l'instant, tu peux parler, tu n'es pas en dictature. Quand j'entends le mot otage lors de grève, ça me fait râler vraiment. Le mot otage, ça a un sens. Mais là, dernièrement, c'est la première fois, je crois, c'est la première fois qu'il y a une loi anti-républicaine. Alors, il y a des lois qui s'attaquent aux étudiants, il y a des lois, mais celle-là sur la sécurité, c'est une loi anti-républicaine. Et c'est pour ça que je parle de fascisme, parce que ça commence comme ça. Voilà. Et donc, je ne suis pas noyée dans une espèce de complotisme en parlant de dictature en France. Non, mais d'ailleurs, sur la loi, ça mériterait, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais ça mériterait d'avoir un vrai débat sur la loi de sécurité globale. Parce que, à juste titre, tout le monde focalise sur l'article 24, mais le corpus d'articles qu'il y a dans cette loi sont tous très dangereux. Hein. Les pouvoirs qui vont être donnés aux polices municipales et aux sociétés de surveillance sont quand même plutôt très inquiétants. Sans compter le développement de la vidéosurveillance et de la mise en réseau de la vidéosurveillance à l'échelle de territoire, tout ça est très inquiétant. C'est-à-dire que, je le dis entre parenthèses, même si le gouvernement cédait sur l'article 24, ce qui serait une victoire, le reste de la loi est très dangereux. Quoi. Le reste de la loi est très dangereux. C'est pour ça. On est grignoté là sur les doigts. Ah ouais. Pour terminer la soirée, est-ce que Frédéric, il y a quelques éléments, je dirais, d'espoir que tu peux évoquer, je dirais, comme élément pour nous inciter à continuer à s'engager et à militer? Moi, je pense que, je ne sais pas, j'ai envie, on pourrait se tourner vers les luttes qui se tiennent en ce moment dans notre pays. J'ai envie de m'arrêter sur un exemple qui n'est pas français du tout, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le Chili qui vient de voter par référendum sa nouvelle constitution. C'est une grande victoire du mouvement et des forces progressistes au Chili.
Et autant vous dire que ce n'est pas une lutte qui a été menée en un jour, ça leur a pris beaucoup de temps. On a encore vu il y a un an les mouvements sociaux qui ont grandi au Chili. Toute la décennie entre 2000 et 2010 a été accompagnée de mouvements sociaux, de mouvements féministes qui ont grandi au Chili, qui montrent qu'ils ont vécu des choses très dures, hein. C'est-à-dire que le néolibéralisme, ils le vivent, ils l'ont vécu 20 ans ou 30 ans avant nous, hein. Tout ce qui et la répression policière, ils la vivent, ils l'ont vécu. Je parle même pas de la dictature, hein, pour le coup, mais même sur la forme de démocratie qui existe depuis les années 90, ils ont connu la répression policière. Entre parenthèses, on a encore eu des camarades du parti des jeunes communistes qui ont été arrêtés je crois, il y a à peine 6 mois au Chili, mais ce que je veux dire, c'est que le mouvement de long terme qu'on construit sur la durée, avec persévérance, sans lâcher le morceau, permet d'obtenir à un moment donné de très grandes victoires. Et aujourd'hui, le mouvement progressiste au Chili est en état de force, a gagné la bataille, en partie la bataille idéologique, pas toute, mais il a gagné un bout de la bataille idéologique et il est en position de force pour gagner les élections présidentielles. En l'occurrence, ce sera peut-être un communiste d'ailleurs qui risque de porter les couleurs de la gauche. Pour montrer que quand il y a de la persévérance, c'est gagnable. On pourrait parler de la Bolivie et de la lutte qui a été menée sur la dernière année, alors qu'ils ont vécu quand même des moments encore plus difficiles que ce qu'on peut vivre nous. Voilà. Et donc, je pense que toutes les luttes qu'on mène aujourd'hui, que ce soit sur la loi sécurité globale avec la manifestation qui aura lieu samedi, toutes les luttes qu'on mène dans les boîtes, ce que peuvent faire par exemple les acteurs de la culture quand ils manifestent, tout ça fait partie des choses qu'on peut accumuler dans le temps, à une condition à mon sens, c'est de politiser en permanence le débat. Il faut aider à politiser le débat. Il y a des luttes sociales, elles sont nécessaires, et il faut aider à politiser le débat, à montrer là où sont les pouvoirs, parce que le pouvoir, c'est Macron, mais ce n'est pas que Macron. C'est le pouvoir qui est au sein des grandes multinationales, c'est le pouvoir qui est au sein de la Banque centrale européenne, qui est au sein des marchés financiers, et ça, il faut qu'on aide, et en tout cas, à mon avis, il faut qu'on travaille à ça, à aider à avoir tous les pouvoirs partout où ils sont. C'est nécessaire de renverser le pouvoir politique tel qu'il est. Je crois qu'il est aussi nécessaire de s'attaquer frontalement à l'ensemble des pouvoirs dans la société. Écoutez, merci Fred, hein, merci y compris pour cette manière de terminer la soirée. J'ai bien compris, Françoise nous interpellait sur la manifestation qui aura lieu le 3 décembre à 12h, place de la Bourse, pour soutenir les professionnels du spectacle. Le 5 décembre, il y a aussi un rendez-vous social important initié par les mouvements de chômeurs, mais sur les questions de l'emploi, reconquérir du travail, etc. pour tous. Voilà, je crois que des raisons de manifester, il y en a malheureusement pléthore. Samedi. Pardon ? Samedi, place de la Bourse, hein, 14h. Tout à fait. Je fais bien de le rappeler. Voilà, donc tout ça montre qu'il y a des possibilités pour redonner au peuple sa souveraineté et lui permettre de jouer un rôle dans la transformation de la situation politique. Donc, merci à tous et à toutes. C'était une très belle expérience ce soir. Elle a été enregistrée, donc elle sera à votre disposition sur le site d'Espace Mars. Et donc, on continuera dans cette direction au niveau du bistrot politique en accueillant un invité chaque mois. Donc, merci Frédéric pour avoir initié. Merci à vous pour l'invitation. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Merci.